Eh bien, bonjour à tous. Donc, je voulais vous faire une petite rétrospective de mes colonies euh, et vous parler de la diapause qui va bientôt arriver, hein. Moi, je vais mettre mes colos en diapause là d'ici 8-10 jours. La température descend aussi dans ma pièce, donc et certaines colonies, je ne les chauffe plus déjà depuis un bon moment. Je les laisse à température ambiante, hein, pour qu'elles s'habituent tout doucement à une température inférieure. Juste alors, je voulais vous montrer donc des petites colonies que j'ai reçues il n'y a pas longtemps. Hein, je vous montrerai aussi des colos qui sont que je vais mettre en diapause et dont je vous parlerai l'année prochaine. En sortie de diapause, ce sont des fourmis qui n'ont plus de couvain, ni larves, ni cocon, donc qui ne font pas de... Enfin, la gine ne pond pas pour l'année d'après. Donc, ce qui fait qu'elles n'ont pas n'ont plus rien à cette époque-ci, hein. Donc, ça fait déjà au moins un mois. Les derniers cocons se sont ouverts, donc les dernières fourmis sont nées. Et maintenant, la reine ne pond plus déjà depuis plus d'un mois. Donc, c'est plus la peine de les chauffer, hein, puisqu'elles n'ont plus de fourmis, enfin de couvains, etc. À faire évoluer. Donc ça ne sert à rien de les chauffer. Donc ici, je vais vous parler de une fourmi que j'ai reçue, enfin une gine, une maman que j'ai reçue il y a pas longtemps. Hein, pour le moment, on ne sait pas, on n'a pas identifié l'espèce. Elle fait partie du genre Sensus trico, hein, Camponotus sensus trico, Formica sensus trico, pardon. Donc vous voyez la gine là, donc la maman. Et ça fait un mois que je l'ai. Environ. Et je lui ai fourni donc des Cerviformica, hein, donc là c'est des Formica fusca qui servent à cette gine à se développer, car elles ne fondent pas sans Cerviformica. Par contre, je suis très très surpris par le nombre d'œufs qu'elle a pondus. Hein, normalement, là, toutes les Formica sont pratiquement en diapause, n'ont plus de larves, ni de cocon, ni de couvain, hein, ni d'œufs. Hein, la gine ne pond plus. Et par contre, elle m'a pondu énormément pour une jeune gine, énormément d'œufs. Regardez, donc là, c'est donc la maman, donc ça c'est le focus intelligent, hein, qui fait la mise au point au fur et à mesure que je bouge, donc c'est vrai que c'est pas très pratique. Donc c'est une très belle gine, hein, noire et rouge, hein, on la voit pas très bien là. De toute façon, je vous en reparlerai au printemps, parce que là, je fais attendre qu'elle ait ses cocons. Voilà, je vais l'agrandir un peu. Je vais attendre qu'elle ait, voilà. Donc j'ai pas pu identifier, donc la personne qui me l'a vendu, idem, hein, on n'a pas pu identifier. Je pense moi à une Fusca, à une Rufa, pardon,
Formica rufa, très rare en élevage, hein. Là j'ai réussi à la faire fonder donc avec des Formica fusca, des cocons de Formica fusca que je suis allé chercher dans une colo à l'extérieur. Très belle gine, hein. Là on voit pas, j'espère que je pourrais vous la montrer. Elle est presque rouge, le thorax est presque rouge, les pattes rouges. Et apparemment, c'est une espèce qui, la Formica rufa, qui fonde. Ils ont énormément d'ouvrières. Le couvain, à cette époque-ci, c'est un peu exceptionnel. Elle continue à pondre. Donc je continue à la chauffer. Je sais pas s'il a des nymphes. Je sais pas si je vais la mettre en diapose tant qu'il y aura du développement, hein, donc là vous avez un petit paquet, je sais pas où il est. On a un petit paquet où les nymphes se transforment en cocon. Voilà, c'est là. Donc les nymphes tissent leur cocon. Donc voilà, je voulais vous montrer cette formidable maman là, qui n'est pas identifiée. On pense à une donc je vous dis à une rufa. Donc et c'est les Formica rufa qui font des colonies de fous dans la nature. Et je pense que pour moi c'est bien parti. Donc ensuite, je vais vous montrer donc là vous connaissez, hein, c'est mes sorts, hein, avec les princesses, hein, qui sont toujours dedans. Elles partiront certainement pas puisque de toute façon il n'y a pas de, j'ai pas observé de mâle, hein. Donc là j'attends pour les mettre en diapose. Ouais, les reines sont toujours là, les gines, les princesses, hein. Donc toujours beaucoup aussi de tous ces points blancs que vous voyez, c'est des larves, etc., hein. Donc qui vont quand je vais les mettre en diapose, les Messor barbarus, hein, quand on les met en diapose, un peu obligatoirement puisqu'il le faut, toutes tous les larves, etc., qui vont rester, seront mangées par les ouvrières, hein. Et au printemps, on ne retrouvera plus que quelques larves et quelques œufs. Donc voilà. Donc ça. Donc alors pour les diaposes, moi ce que je fais, les températures, je les descends petit à petit, hein. On coupe pas des fourmis qui sont à 30 degrés d'un seul coup pour les mettre en diapose, hein, à 10 degrés, hein. Donc moi dans la pièce en ce moment il y a 18. Dans la pièce où je vais les mettre, il doit y avoir en ce moment entre 15 et 16 degrés. Et ça va descendre au fur et à mesure que le temps va le permettre. Ça va descendre à 10 degrés au fur et à mesure. Et en principe, en hiver, ça reste à 10 degrés dans la pièce tout le temps. Donc là, vous pouvez apercevoir donc mes vagus, hein, qui vont toujours bien et qui ne sont plus chauffés déjà depuis une quinzaine de jours. Ils sont à température ambiante, hein, donc entassés, hein. Pareil, hein, les larves qui sont actuellement qui ont été pondues ne se développent plus déjà depuis un certain temps.
hein. Tout le monde est entassé et attend, attend que les larves se réveillent, parce qu'en fait c'est les larves qui donnent le top départ pour la reprise, lorsque les larves vont se réveiller et que elles vont avoir faim, donc elles vont donner le top départ aux fourmis pour reprendre l'activité. Donc tout ça, vous voyez, c'est plus chauffé, là c'est à 18 degrés, et comme je vous disais, il n'y a pas de... On ne met pas les fourmis, on passe pas les fourmis de 30 degrés à 10 degrés, hein, ou à 15 degrés. On les passe doucement à une température inférieure. Moi, j'ai commencé déjà par ne plus les chauffer, par ne plus les chauffer la nuit. Hein, donc, je les chauffais la journée et la nuit, j'ai arrêté de les chauffer. Et tout, petit à petit, dans la journée, j'ai baissé les températures. J'en ai mis de moins en moins pour les laisser à température ambiante. Donc, tout ça pour vous dire il faut pas baisser la température d'un seul coup. Il faut les laisser un peu s'habituer et baisser la température doucement pour arriver à une température de 10 degrés, hein, pour qu'elle puisse rentrer en diapause et attendre l'année prochaine pour que la gine puisse répondre. Donc voilà. Donc tout ça. Alors maintenant, une petite colo aussi que j'ai reçue, il n'y avait pratiquement pas de couvain. Donc ça, c'est des Phédol pallidula que j'avais une belle colonie de Phédol pallidula. Donc là, beaucoup de nymphes. Hein, la gine est là, je crois. Voilà, des larves. Et maman est là, je crois, sur le côté. Voilà, elles étaient dans le noir, hein, donc j'ai ouvert le nid pour faire le film. Donc c'est une toute petite colonie, hein, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il doit y avoir 15 jours, 3 semaines que je l'ai. Donc Phédol pallidula, hein, qui va se développer très rapidement. Et donc pas de diapause, hein, là, parce que c'est une jeune gine, hein, donc la première année on peut éviter la diapause, c'est pas gênant, hein, que ça soit un peu bon, surtout pour ces espèces là, hein, je vous l'avais dit, hein, Phédol pallidula, Crématogaster, Messor barbarus, hein. Donc voilà, donc cette petite colo, hein, avec la toute petite aire de chasse, hein, qui voilà. Et je vous dis, je l'ai eu il y a une quinzaine de jours. Il y avait une quinzaine, une vingtaine de fourmis. Et là, ça explose. Hein. Ça va très 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 vite. Hein. Quand on les nourrit bien, qu'on les chauffe. Hein, vous voyez le paquet de nymphes et de larves. Hein, ça va très très vite. Ça va être une colo au printemps quand je vais vous la remontrer. Il devrait y avoir au moins pas loin de 500 000 fourmis, je suis sûr. Ça va très très vite, les Phédol pallidula. Ensuite, alors je vais vous présenter une colonie que j'ai achetée sur internet, sur un site allemand. J'en suis un petit peu déçu. C'est Monomorium subopacum. C'est une espèce qui se développe rapidement et qui est très très populeuse d'après ce que j'avais entendu dire. C'est pour ça que je l'avais acheté. Et je sais pas, j'arrive pas
Peut-être que ça vient de moi, je ne sais pas, hein. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai et ça ne se développe pas comme je voudrais. Est-ce que ça vient du nid, de la nourriture, du chauffage? Euh, on arrive à faire certains élevages, ça se passe très bien et là, avec celle-ci, j'ai un peu de difficulté pour les. Alors, il y a beaucoup de larves et vous voyez, même si elles sont chauffées, pas beaucoup d'activité. J'ai essayé de leur donner pas mal de choses à manger et elles sont très difficiles. Donc là, vous voyez maman qui est là, hein. Elles sont très difficiles. J'ai du mal à les nourrir. Elles acceptent pas grand-chose. Je donne tout ce que je donne aux autres. Et celle-ci n'accepte pas beaucoup. Pardon. N'acceptent pas beaucoup ce que je leur donne. Donc là, ils ont fait un petit, euh, un petit amas de graines, etc. Que je leur avais donné. Elles ont bouché l'entrée. Elles sont enfermées dans le nid. Voilà. Donc à suivre. Hein, je sais pas. Peut-être que je vais trouver la solution. Je cherche, mais pour le moment, je comprends pas. C'est que les larves ne se développent pas. Donc, pourtant, c'est une espèce qui n'a pas besoin de diapause. Donc à suivre. Je vous tiendrai au courant de cette colo de Monomorium subopacum. Donc voilà. Ensuite, une petite colonie que j'ai aussi depuis, ça doit faire un an. Alors, c'est des Tapinoma mélanocéphalum. Alors, celle-ci, elle s'est bien développée. Et là, elle stagne. Donc, et pourtant aussi, ce sont des fourmis qui n'ont pas besoin de diapause. Alors, Tapinoma mélanocéphalum. Donc pas de diapause aussi, hein, c'est des exos, hein, donc pas besoin de diapause. Voilà, il y a beaucoup de monde aussi, hein, mais voilà, ça je reviendrai aussi sur cette espèce plus tard. Voilà. Alors je l'ai reçu, il y avait une quinzaine de fourmis, hein, donc vous voyez qu'elle s'est bien quand même, elle s'est bien développée, mais là il n'y a plus, on voit un peu, on voit des œufs là, mais je trouve que ça stagne un peu depuis quelques mois. Voilà. Donc les exotiques, euh, quand même pas facile, certaines espèces pas faciles à faire évoluer. Hein. Faut être patient et faut trouver des solutions, hein, pour qu'elles s'adaptent, hein, parce qu'évidemment ils n'ont pas du tout le même, la même vie que quand elles sont dans leur milieu naturel. Hein. Donc faut réussir. Les nôtres, les endémiques, sont quand même beaucoup plus faciles d'élevage. Donc c'est pour ça il faut voilà, là, il y a beaucoup d'œufs là. Il faut être très prudent quand on prend des exotiques, car c'est pas du tout la même façon de faire qu'avec des endémiques. Alors là, je vais vous montrer une petite colonie de Crématogaster scutellaris que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Hein, il y avait, bah là, il y a pas beaucoup plus de, il y a pas beaucoup plus de fourmis.
ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai... Voilà. Donc, maman, hein, comme d'habitude. Et donc là, un beau paquet de couvains, des larves, et là du beau couvain. Voilà. Donc pas beaucoup de fourmis, hein, je l'ai reçu en tube il y a 15 jours. Il y avait pratiquement rien, et puis là, bah, ça y est, c'est parti. Maman pond, c'est parti. Voilà. Crématogaster, scutellaris, avec leur couvain. Ça, c'est une très belle espèce aussi. J'en avais une grosse colonie que j'ai perdue malheureusement il y a quelques années. Et j'ai voulu en reprendre une colo pour la refaire, hein, parce que c'est une très belle espèce et très très active et très populeuse. Et facile d'élevage, hein. Vous leur donnez à manger, chauffer, et pareil, hein, moi je leur mets quand même pas mal d'humidité, hein. Le nid est très humide, hein, donc maman va très bien. Voilà. Petite mémère qui vient lui dire bonjour. Et voilà. Donc ça, c'est pareil, très belle espèce. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre espèce que j'ai. Alors, Phédole spatifera. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est très populeux. Celle-ci, alors, pareil, c'est comme toutes les Phédoles, hein. Phédole fatifera, comme vous voyez, des majors, mais une taille de major impressionnante par rapport aux fourmis. Là, c'est maman. Bonjour maman. Hein, toujours fidèle au poste. Et donc là, il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs mamans. Par contre, il n'y avait qu'une gyne au départ. Et elle a pondu des princesses qui sont restées dans le nid. Donc j'ai eu un souci une fois avec des Phédole Noda. plus de 200 princesses. Et j'ai perdu la colonie parce que voilà, il y avait trop de princesses. J'ai voulu les enlever parce qu'elles mangeaient le couvain. Et j'avais plus de développement. Et donc en enlevant les princesses, comme je savais pas quelle était la gyne, je les ai mis en tube pour essayer de trouver la bonne gyne, et j'ai tout perdu. Et tout le monde est mort. Les princesses ont pondu, mais c'était des œufs clairs, ils ne se sont jamais développés. Et là, je les ai laissés, hein. J'ai laissé les princesses, hein, donc beaucoup d'humidité, hein. C'est une espèce qu'il faut laisser beaucoup d'humidité dans le nid. Et donc voilà, il doit y avoir, je crois, 5 ou 6 gynes, hein. Alors les soldats, vous voyez, les soldats sont énormes, hein. Voilà, donc Phédole spatifera avec 5 ou 6 gynes. Par contre, encore une maman là. Par contre, je ne sais pas si les gynes, les princesses qui sont restées sont fécondées. J'avais pas vu de mâle. Par contre, là, le développement continue. Il n'y a pas de... Ils mangent pas le couvain. Elles doivent servir d'ouvrières, je pense. Ou alors, il y a eu des mâles que j'ai pas vus à ce moment-là. Et elles se sont fait féconder parce que lorsqu'il y avait que la première, la gyne mère,
eh bien, il n'y avait pas énormément de couvains, pas beaucoup de développement. Et depuis qu'il y a les princesses qui sont restées dans le nid, j'ai trouvé une évolution beaucoup plus importante et surtout beaucoup plus de couvains. Donc, est-ce que les princesses avaient été fécondées intranidales et qu'elles pondent aussi? L'avenir nous le dira. Hein, donc, Phédole spatifera qui est une espèce aussi très très active et qui mange énormément. Hein, beaucoup de développement et surtout lorsqu'on met des proies dans l'aire de chasse, une facilité à venir détecter les proies et à venir en nombre les chercher, c'est impressionnant, quoi. Voilà. Donc je vais passer maintenant une autre espèce que je vais vous montrer, qui est enfermée là pour le moment. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est une espèce, c'est des Formica sanguinea. Donc ça c'est pareil, c'est une espèce que j'ai reçue en tube un jour avec donc une gine et des cocons de Fusca. Pareil, c'est une espèce dépendante. Donc la gine qui est là ne fonde pas seule. On est obligé de lui fournir des cocons de Cerviformica. Hein, elle a besoin de fourmis d'une autre espèce. Hein, les Cerviformica, il y a les Fusca, il y a pas mal de... Donc ça, le nid est très sale. Hein, c'est des fourmis qui sont pas très... qui sont pas... Bon, il n'y a pas de déchets à l'intérieur, mais le nid est très sale. Hein, donc au printemps, je vais remettre un autre nid, hein, pour qu'elles aient un nid un peu plus propre. Là, à cette époque-ci, il n'y a plus de larves, il y a plus... Donc c'est des fourmis, hein, pareil, hein, qui, arrivées à une certaine époque, ne pondent plus, la gine ne pond plus, et il n'y a plus de développement, hein, plus de larves, plus d'œufs. La gine repondra, maman repondra au printemps. Hein, donc je dois avoir, je sais pas, peut-être 500 ouvrières, hein, quelque chose comme ça. Hein, donc voilà, vous voyez, c'est sale parce que c'est ce qu'elle régurgite, etc. Voilà, donc vous voyez, aucune activité, pas de... ces espèces-là n'ont pas d'œufs ni de larves en attente pour le printemps prochain. Hein. C'est la gine pond au moment de la reprise, hein, au mois de mars-avril, et c'est là que tout reprend. Mais il n'y a pas de larves dans ces espèces-là. Hein. J'en ai une autre que je vais vous montrer, c'est des Formica. J'oublie le nom, désolé. Quand je vais les voir, je vais vous le dire. Rufibarbis, voilà. Formica rufibarbis, hein, qui ressemble un peu à celle-ci. Hein. Ça, c'est des sanguinéas, donc on voit pas bien qu'elles soient. Elles sont rouges et noires, hein, le thorax rouge. Voilà. Donc, encore une espèce qui évolue bien, hein, parce que bon, il faut bien s'imaginer que au départ, elle est toute seule avec des cocons d'une autre espèce, hein, et elle pond
au fur et à mesure, hein. Donc comme la Sensus Tricot tout à l'heure, hein, je vous ai montré, hein, auquel j'ai mis des cocons de Fusca, et qui, elle, fait une ponte de fou, hein, à cette époque-ci. Hein, donc toujours pareil. Alors voilà. Donc nos Rufi Barbis. Voilà, donc elle c'est pareil, hein, le nid est très sale. Pareil, à changer au printemps. Hein, fait leur remettre un nid. Voilà, les amas de fourmis, hein, ils s'agglutinent, hein, entre elles pour la diapose. C'est plus chauffé, hein, toutes ces espèces-là sont plus chauffées. Voilà, et je vous les remontrerai au printemps, hein, quand voilà, une bonne physiogastrie, hein, vous voyez, ils sont bien nourris, hein, tout le monde, même s'il n'y a pas d'œufs, pas de larves, hein, toujours bien pensé, hein, quand on les met en diapose, que les fourmis, elles se nourrissent, hein, même l'hiver, hein, en captivité. Bon, comment, quand elles sont dans la nature, elles sont enfermées par le froid, elles peuvent pas sortir, hein, c'est normal, hein, parce que les fourmis ont le sang froid, donc le froid ne les gêne pas énormément. Bon, faut pas qu'elles gèlent, hein, sinon elles mourraient automatiquement, ça c'est normal. Mais elles sont pas gênées par le froid, hein, donc mais en captivité, quand on les conserve à 10 degrés, eh bien, il faut penser que moi, ce que je fais, je leur mets par rapport aux aires de chasse que je leur mets en été, hein, donc là, vous voyez, c'est encore une grosse aire de chasse, hein, donc il faut penser qu'il faut laisser quand même le, la boisson, hein, et il faut leur mettre toujours, hein, à manger. Hein, de temps en temps, bon, pas de protéines, hein, moi je mets pas de l'hiver en diapose, je ne leur mets pas d'insectes, je leur mets uniquement du miel, hein, donc c'est du miel avec de l'eau, hein, moi je prends du miel bio et de l'eau que je leur mets tous les 2-3 jours, hein, parce qu'elles viennent dans l'aire de chasse, même s'ils sont en diapose, il faut bien penser elles ont quand même besoin de manger, hein, donc il faut absolument quand même leur mettre à manger, hein. Donc ça, moi donc je vous dis, hein, je mets des plus petites aires de chasse et descendre la température progressivement, hein, pas d'un seul coup, on descend la température progressivement pour qu'elle s'adapte petit à petit, hein, donc et donc ici, une petite colo que j'ai reçue aussi il n'y a pas très longtemps. Alors ça, moi j'adore les fédoles, hein, je suis un fou de fédoles. Donc fédole Noda. J'avais une grosse colo, donc c'est celle que je vous ai parlé, j'avais plus de 200 et quelques jeans princesses, hein, que j'ai enlevé et j'ai fini par perdre la colo parce que la reine, d'avoir été séparée certainement, comme on peut pas les reconnaître, hein, une fois qu'ils sont des ailés, la colo a fini par mourir parce que j'avais pas laissé la bonne gine dedans, malheureusement. Donc, et là j'en ai repris, j'ai racheté une petite colo de Noda. Voilà, là la lumière est meilleure ici. Désolé pour la vidéo, hein, c'est pas facile, je filme un peu tous les nids, donc je suis obligé de me déplacer un peu dans tous les sens. Donc Fédole Noda, donc là le petit paquet de couvain, hein, des larves. Il y a un soldat. Il y a eu beaucoup de mortes quand elles sont arrivées quelques jours après. Il y avait une vingtaine d'ouvrières et il doit en rester 7 ou 8, je crois. Donc, et là, la reine a bien repris la ponte. Donc je pense que ça devrait
ça devrait aller, hein. J'en ai fait une belle colo une fois, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein, donc pareil, hein, pas de diapose, hein, pour ces fourmis-là. Hein. Voilà. Donc encore une colo. Donc je vous reparlerai au printemps, hein, parce que après... alors ici, une gine de Camponotus sylvaticus. Donc elle est toute seule pour l'instant, hein, pas de larves, rien. Elle va pondre au printemps. Donc encore une gine sylvaticus, hein, une très belle espèce. Et j'arrive donc, vous connaissez tous mes Camponotus nicobarensis, donc qui évolue toujours. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Toujours du couvain. Un bon développement. Des cocons. C'est la folie chez elle. Hein. C'est vraiment... il y a toujours les mâles qui sont là. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire parce qu'il n'y a pas de princesse. Donc il y a énormément de mâles. Hein. Je sais pas, il y aura peut-être 500 mâles. Il n'y a aucune princesse. Donc je suppose qu'au bout d'un moment, ils vont finir par les tuer. Je ne sais pas. On va bien voir. À suivre. Donc là, le nid principal, hein, où il y a tous les larves et les cocons. Et donc l'autre, le nid, à côté, vous voyez, tous les mâles qui sont agglutinés là. Voilà. Et en dessous, bah, toujours Melasius niger, hein, qui, elles, ont des larves de fou. Paquet de larves. Tout ça, c'est des larves pour l'année prochaine, hein, puisque là, je ne les chauffe plus. Hein, donc, et même en les chauffant, il n'y a plus aucun développement larvaire. Hein, il n'y a plus de développement du tout, du tout. Les larves stagnent. Il n'y a plus de développement. Hein. Donc, il y a toujours le nid principal avec énormément de larves. Voilà. Toujours pareil, hein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Là, c'est époxy, hein, c'est fini, il n'y a plus de cocon. Hein, voilà. Donc ça, c'est des larves pour l'année prochaine. Regardez, c'est plein. C'est plein, c'est plein. Il y en a énormément. Je ne pense pas que je retrouverai maman, parce qu'en plus, là, elle doit avoir diminué. Elle doit avoir diminué. Regardez les larves qu'il y a dans les chambres sont pleines. C'est un truc de fou, quoi. C'est impressionnant quand même, hein, le nombre de larves qu'il y a. Allez, encore une, c'est plein. Le nombre de chambres pleines qu'il y a. J'ai un peu de mal maintenant parce que comme c'est en dessous, là, j'ai plus énormément de luminosité. Regardez, c'est plein, c'est plein. Il y a énormément de larves partout, partout. C'est un truc de fou, quoi. J'ai jamais vu une colonie comme ça. Même dans la nature, des fois en creusant, on arrive à avoir des colos, mais à ce point-là, avec autant de larves, etc., c'est quand même impressionnant. Ah, je ne retrouve pas maman. Évidemment, elle a diminué, elle pond plus, il y a plus de couvain de un jour, hein, donc peut-être qu'elle est descendue en dessous, peut-être, je sais pas. Donc voilà, donc vous voyez que tout le monde se porte bien.
hein. Donc, je vous dis, hein, la diapause, moi je la fais obligatoirement pour... en plus, comme les fourmis n'ont pratiquement plus d'activité, hein, elles se reposent, elles sont au froid et elles vivent beaucoup plus longtemps. Hein, c'est comme elles se ralentissent, hein, elles ralentissent leur, euh, leur métabolisme, hein, évidemment. Hein. Au froid, on est beaucoup moins dynamique. Hein. Donc, le fait de ça, elles ralentissent leur métabolisme et elles durent beaucoup plus longtemps. Hein. Elles vont, les fourmis, les ouvrières, durent environ 3 ans. Si vous ne les mettez pas en diapause, elles vont vivre 1 an et demi. Donc, si elles meurent, ben, obligatoirement, déjà, vous aurez beaucoup moins de population, puisque vous aurez moins de... Les ouvrières dureront moins longtemps. Hein, donc, il faut absolument, et surtout pour la gine, hein, ça c'est important, il faut qu'elle repose ses ovaires. Hein, sinon, au bout d'un moment, elle va se fatiguer et puis ben, vous allez perdre la colonie. Hein. Donc pensez bien que chacun fait comme il veut. Hein. Moi j'essaye de suivre ce qui se passe dans la nature. Hein. Donc dans la nature, hormis les exotiques, hein, évidemment, mais dans la nature, euh, les fourmis endémiques, hein, ont obligatoirement une diapause. Hein. À part la première année, hein, pour certaines espèces, comme j'ai dit, hein, les Messor barbarus, les Crématogaster scutellaris, etc. Donc il y a certaines espèces, la première année, pour une vingtaine de larves ou d'œufs, la gine n'a pas besoin d'entrer en diapause. Elle n'est pas fatiguée. Hein, et ça, c'est parce que c'est pour notre bon vouloir, parce qu'on ne veut pas le faire. Dans la nature, euh, obligatoirement, la gine entre en diapause avec le froid, etc. Donc, elle ne peut pas outrepasser cette diapause. Hein. Donc, si nous, on ne le fait pas, c'est uniquement pour nous, pour notre bien-être, hein, mais c'est pas pour le bien-être de la gine. Hein. Donc, faut bien penser que dans la nature, il y a une diapause obligatoire parce que, à cause du temps, hein, et puis c'est obligatoire pour le bien-être de la gine. Hein. Donc il ne faut pas penser qu'à soi. Hein. Il faut respecter la nature. Hein. Donc la nature veut que ces fourmis-là aient une diapause. Donc il faut la respecter, il faut les mettre en diapause. Tant pis, hein, pendant quelques mois on s'en passe, hein, on ne les voit pas évoluer, mais il faut penser que c'est des êtres vivants et qu'il faut absolument respecter leur métabolisme. Hein, c'est indispensable. Hein, hein. Bon après je vous dis, moi, chacun fait comme il veut. Hein, voilà. Moi je vous dis ce que je fais, chacun est libre. Une autre colo, vite fait. Donc ça, c'est Tapinoma erraticum. Ça, Tapinoma, comme on dit, Tapinoma résiste à tout. Hein, Tapinoma, c'est une petite fourmi, un peu comme la Lasus niger. Et Tapinoma, résiste à tout. Résiste à la fourmi de feu. C'est la première fourmi qu'on voit résister à la fourmi d'Argentine, hein, la fourmi de feu. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais la fourmi de feu est en train de venir détruire toute nos fourmis. Hein, elle s'attaque à tout, elle tue tout le monde. Et apparemment, j'ai lu certains articles et j'ai vu des études là-dessus. Ce sont les tapinomas qui résistent le mieux à la fourmi d'Argentine, à la fourmi de feu. Hein. Donc elles sont très agressives et très populeuses dans leur
dans leur fourmilière. Ils ont beaucoup de gînes, il y a des fois des centaines de gînes par nid. Donc moi j'en ai dans celle-ci, je dois en avoir 3 je crois. Et là je recommence à avoir un petit peu de... Alors un petit peu de couvain. Donc je vais vous montrer ça. Faut que je le trouve. Il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de chambres aussi, hein. Le nid il est assez grand. Alors par contre, alors chez les Tapinomas, comme ça, vous pouvez voir, ça ressemble un peu en beaucoup plus petit au Camponotus vagus. Vous voyez les... Alors il y a 3 castes, pareil, hein, comme chez les Messors et chez les Vagus. On a des petites fourmis, des médias, hein, des petites ouvrières, des médias, et puis bah, des majors, hein, qui sont beaucoup plus gros que les ouvrières. Hein, et chez les Tapinomas, bah, voilà, on a 3 castes. Hein, mais par contre, chez les mélanocéphalums, on n'a pas ces castes. On n'a pas 3 castes, hein, on n'en a qu'une. Hein. On n'a qu'une seule ouvrière. Voilà. Donc ça, c'est des fourmis très très populeuses qui demandent énormément de nourriture quand elles sont en pleine évolution. Là, je vois cet été, je leur donnais à manger, c'était un truc de fou, quoi. Ils se sont développés. Donc voilà. Donc c'est pas grand chose à dire. Hein. C'est la petite fourmi noire, mais très très active et très. Ouais, ouais, les majors là, ils sont très très gros par rapport au voilà celle-ci là déjà. Hein, donc 3 castes aussi. Et je sais pas si on va pouvoir voir maman, enfin une des mamans, parce que je crois que dans cette fourmilière là, il y en a 3, je crois. Il y a 3 mamans. Bon, je les trouve pas. C'est pas facile quand il y a beaucoup de monde. Hein. Donc voilà. Donc bon. Il y a du couvain. Ah, il y en a peut-être une là. Attendez, bougez pas. J'essaye de tourner. Désolé pour... Voilà. Ah, ben voilà. Si, ben il y a maman là. Voilà. Une petite maman. Je sais pas si c'est très net. Hein. C'est pas facile. Hein. Ouais. Bon, il y en a une là déjà. J'espère que vous la voyez. Voilà. Donc une maman là. Il y en a 3, je crois. Bon, les 2 autres, je sais pas où elles sont. Voilà, mais ça c'est pareil, ça va être diapose aussi, hein, donc voilà, et là il y a des larves là. Voilà, donc bon, tout ça pour vous dire que donc la diapose, hein, donc moi je vais les mettre là d'ici une quinzaine de jours, hein, diapose jusque fin mars, enfin début février. Je vais les ramener ici. Là, j'ai une autre pièce hein, où il fait 10 degrés. Donc, je vais les ramener ici. Et je vais les mettre à température ambiante. Donc, ici, il va faire une vingtaine de degrés. Hein. Je ne mettrai pas les chauffages. Mais je vais les mettre à température ambiante. Ouais, début février, 15 février. Hein, pour qu'elles se réhabituent tout doucement. Toujours pareil, en leur donnant à manger. Hein, et n'oubliez pas, surtout tout l'hiver, hein, pendant la diapause, de leur donner à manger, du miela, hein, et de l'eau, humidifier toujours le nid. Hein. Moi, je réduis l'air de chasse pour gagner de la place. Et comme il n'y a pas beaucoup d'activités, ils n'ont pas non plus besoin d'une aire de chasse immense. Hein. Donc voilà, donc je fais ça. Et puis, bon, donc bien surveiller l'activité, hein, pour pas qu'il y ait de soucis, même pendant l'hiver, hein, ça peut arriver. Hein.
Pas oublier non plus, là, là il y a là, il y a du couvain, là. Ne pas oublier avant la diapose, de remettre de l'anti-évasion, hein, parce que ça peut arriver aussi, hein, même l'hiver, hein, qu'elles s'évadent. Hein, parce que même à 10 degrés, elles bougent encore, hein, les fourmis. Elles sont pas enfermées dans un cocon, hein, donc elles peuvent aussi sortir du nid. Hein. Ah, là, il y a du couvain, voilà. Donc ça, tout ça, ça sera pour l'année prochaine. Donc si vous avez des questions, j'ai peut-être oublié des choses. Hein, là, il y a encore du couvain. Hein, j'ai fait quand même une vidéo de 50 minutes. Là, je sais pas si tout le monde regardera jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que c'est long. Et donc, bah voilà, bah, vous avez vu toutes mes espèces, hein, que je vous reparlerai de toutes celles qui sont que je vous ai pas bien présentées au printemps. Hein, et puis, bah, si vous avez des questions, etc., hein, je suis là. J'essaye de répondre à tout le monde, hein, même pour les gens qui me... Je remercie tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, tous les gens qui me soutiennent, qui me donnent des commentaires, franchement, qui sont sympas. Et bah, puis je vous dis à bientôt. Et si, bah, si vous avez aussi des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais, hein, n'hésitez pas. Hein, moi, je vous donne des infos sur ce que je fais. Après, je peux aussi prendre des infos que vous avez à me donner. Hein, je suis pas fermé. Hein. Si vous avez des réussites aussi dans vos élevages, ben, pourquoi pas en parler ensemble. Et puis je vous dis à bientôt. Bon visionnage. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, ben, sur la diapose, hein, c'est pas compliqué. Hein. Descendre la température doucement pendant une quinzaine de jours, 3 semaines. Et après, bon, on met les fourmis dans un endroit à 10-15 degrés. 15 degrés, c'est le maxi, hein, vraiment. Hein, c'est pas. Hein, et puis après, bah voilà, hein, on attend. Moi, je vous dis début février pour les remettre à température ambiante, que la reine se remette tout doucement en train et recommence à pondre. Et quand on commence à revoir du couvain, à ce moment-là, on remet le chauffage. Hein. Moi, je remets le chauffage à ce moment-là pour que le couvain se développe. Hein. Et voilà. Et surtout, ne pas oublier de les nourrir. Hein. Certains les remettre à température ambiante pendant une journée, le temps de les nourrir. Ça sert à rien. Hein. Les fourmis ont le sang froid, donc elles viennent dans l'air de chasse, hein, même à 10 degrés, elles viennent chercher à manger quand même. Hein. Vous leur mettez du miella un peu tiède et elles viennent le prendre sans problème. Hein. Inutile de les réchauffer pour les redescendre en température après. Hein. Je trouve que c'est un peu bête. Donc, mais comme voilà, comme je dis, chacun fait comme il veut. Le principal, c'est la réussite. Donc je vous dis à bientôt. Si vous avez des commentaires, il n'y a pas de souci. J'accepte tout, même les critiques. Et je vous dis à bientôt. Et ben, à vous aussi, passez un bon hiver. Merci bien. Et ben, en attendant, même si c'est un peu tôt, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.